Chapitre 1, Innocence perdue. Vincent Caldwell s'était toujours vanté de décrypter les gens. 20 ans dans les marines, suivi d'une décennie passée à créer son cabinet de conseil en sécurité à partir de rien, lui avait appris à repérer la tromperie à des kilomètres. Pourtant, il avait raté les signes chez lui. Sophie bondit dans son bureau ce mardi soir-là, son visage de petite fille de 8 ans rayonnant de fierté tandis qu'elle serrait un morceau de papier de bricolage. « Papa, je l'ai fait pour toi. » Vincent écarta les contrats qu'il était en train de consulter et prit sa fille sur ses genoux. Le dessin était typique du travail de Sophie, des bonhommes allumettes aux têtes surdimensionnées et aux vêtements aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais celui-ci était spécial. Il représentait leur famille, lui, Lydia et Sophie, tous se tenant la main sous un arc-en-ciel éclatant. « J'adore, ma puce, dit-il en embrassant le sommet de sa tête blonde. On l'accroche tout de suite. Alors qu'il se levait pour le placer sur le tableau en liège derrière son bureau, son regard remarqua quelque chose dans un coin. De minuscules mots écrits avec soin par Sophie. « Je suis désolé. » Un frisson parcourut l'échine de Vincent. « Sophie, de quoi es-tu désolé ?» Les yeux bleus de sa fille, si semblables aux siens. Plein de larmes. Elle désigna le bonhomme allumette représentant Lydia. « Maman dit, c'est le dernier dessin que je pourrais faire de toi. » Les mots frappèrent Vincent comme un coup de poing. Il s'agenouilla à la hauteur de Sophie, gardant une voix posée malgré la rage qui montait dans sa poitrine. « Que veux-tu dire, ma chérie ?» demanda maman. Elle dit, « Tu ne vivras peut-être plus très longtemps avec nous. Que tonton Ryan pourrait être mon nouveau papa. » La voix de Sophie n'était qu'un murmure. « Je ne veux pas que tonton Ryan soit mon papa. Je te veux. » La vision de Vincent s'assombrit. Ryan Hoffman, le professeur de tennis de Lydia, un homme qui venait chez eux pour des cours particuliers depuis 6 mois. Vincent avait fait confiance à sa femme, il savait que son intérêt soudain pour le fitness n'était qu'une autre de ses phases. Il serra Sophie contre lui, humant son parfum de shampoing à la fraise, tandis que son esprit s'emballait. « Écoute-moi, ma puce. Je ne vais nulle part. Je te le promets. » Mais alors même qu'il réconfortait sa fille, Vincent calculait déjà. Il avait bâti un empire en surpassant ses ennemis, en devançant tout le monde. Si Lydia pensait pouvoir le prendre par surprise, lui prendre sa fille, détruire tout ce qu'il avait construit, elle allait bientôt découvrir avec qui elle avait épousé. Après avoir bordé Sophie avec des histoires et des promesses que tout irait bien, Vincent retourna à son bureau. Il sortit une bouteille de bourbon et se servit un généreux verre, puis ouvrit son ordinateur portable. Si sa femme prévoyait de le quitter, elle avait besoin de preuves d'infidélité, de motifs de divorce qui la favoriseraient lors des audiences pour la garde des enfants. Mais Vincent Caldwell n'avait pas survécu à 3 missions en Afghanistan et n'avait pas bâti une entreprise de plusieurs millions de dollars par négligence. Sa vie privée était aussi sûre que ses affaires, ce qui signifiait que Lydia bluffait ou que son téléphone vibrait. Un texto de sa femme, qui travaillait encore tard au club. « Ne t'attends pas câlin et bisous. » Vincent regarda sa montre. 21h30. Le country club fermait à 21h. Il ouvrit son ordinateur portable et accéda au système de sécurité qu'il avait installé dans toute la maison. Des caméras dont Lydia ignorait l'existence, cachées à la vue de tous. Vincent fit défiler les images de la journée jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Là, sur sa table de salle à manger, à 14h17, sa femme était penchée tandis que Ryan Hoffman la prenait par derrière. Ils riaient, leur voix résonnant clairement dans l'audio. « Mon Dieu, j'ai hâte que tu divorces, halta Ryan. » Vincent est tellement coincé, tellement autoritaire. « Tu mérites mieux. » Bientôt, halta Lydia. « Mon avocat dit avec le contrat de mariage, je dois prouver qu'il est mentalement instable ou violent. Encore quelques semaines à documenter ses tendances violentes, et j'en aurai assez. » La main de Vincent se serra plus fort autour de son verre. Tendance violente. Il ne posa jamais le doigt sur Lydia sous le coup de la colère, mais elle montait un dossier, fabriquait des preuves. Il continua d'observer, son expression devenant plus froide à chaque minute qui passait. Ils discutèrent en détail de leur plan, de la manière dont ils le piégeraient, de la manière dont ils enlèveraient Sophie, du partage de ses biens. Ryan mentionna ses dettes, son besoin de l'argent de Vincent. Lydia parla de vendre la maison, de déménager en Californie avec Ryan et Sophie. À la fin de la vidéo, Vincent resta assis en silence. Puis il sourit, une expression qui aurait terrifié quiconque l'avait connu pendant ses années militaires. Lydia avait commis 2 erreurs cruciales.
Premièrement, elle avait impliqué sa fille dans sa tromperie, utilisant Sophie comme une arme. Deuxièmement, elle avait sous-estimé le genre d'homme qu'elle cherchait à détruire. Vincent Caldwell avait tué des hommes à main nue pour défendre son pays. Il bâtirait un empire à partir de rien et écraserait ses concurrents qui tenteraient de le lui ravir. Il n'avait jamais perdu une guerre et il n'allait pas commencer maintenant. Mais ce ne serait pas une victoire rapide et nette. Lydia et Ryan voulaient jouer à des jeux. Vincent leur montrerait à quoi ressemblaient vraiment les jeux. Chapitre 2. Collecte de renseignements. L'entreprise de sécurité de Vincent, Caldwell Protective Service, était spécialisée dans l'espionnage industriel et l'évaluation des menaces. Sa clientèle comprenait des entreprises du Fortune 500, des prestataires gouvernementaux et des particuliers qui payaient des tarifs élevés pour leur discrétion. Ce que la plupart des gens ignoraient, c'est que l'équipe de Vincent comprenait d'anciens agents de la CIA, d'anciens membres des forces spéciales et des pirates informatiques capables de pénétrer n'importe quel système. Le lendemain matin des révélations de Sophie, Vincent appela son agent le plus fidèle, Louis Moral, un ancien rangé de l'armée qui avait servi sous ses ordres en Afghanistan. Louis dirigeait désormais la division d'investigation numérique de l'entreprise. « J'ai besoin d'un bilan complet », dit Vincent en glissant un dossier sur son bureau. Ryan Hoffman et Lydia Caldwell. Tout. Dossier financier, communication, antécédents médicaux, contraventions de stationnement. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner il y a 3 ans. Louis haussa un sourcil. L'inclusion de Lydia ne lui échappa pas. À quelle profondeur? Au fond de l'océan. Et Louise, celle-ci est personnelle. Compris, monsieur. 48h24. Pendant que Louise opérait. Sa magie, Vincent jouait le mari parfait. Il offrit des fleurs à Lydia, l'emmena dîner dans son restaurant préféré et l'écouta avec un intérêt apparent se plaindre de ses cours de tennis difficiles avec Ryan. Pendant ce temps, il cataloguait ses mensonges, notant les indices qui lui avaient échappé. Lydia avait toujours été belle, le genre de femme qui faisait tourner les têtes à chaque réception. Elle avait 22 ans lorsqu'ils s'étaient rencontrés, fraîchement sortie de l'université et travaillant comme assistante de galerie. Vincent avait 35 ans, récemment libéré de l'armée et développait son entreprise. Leur relation avait été intense. Leur mariage semblait parfait. Mais en la regardant maintenant, Vincent réalisa à quel point il avait peu connu sa femme. La façon dont elle se touchait la gorge lorsqu'elle mentait. La façon dont sa voix était légèrement plus aiguë lorsqu'elle le manipulait. L'innocence pratiquée dans ses yeux lorsqu'elle parlait de Ryan. Elle avait joué un jeu long, probablement depuis le début. Jeudi matin, Louise fit son rapport. Vincent le lut seul dans son bureau, son café refroidissant à mesure qu'il assimilait les détails. Ryan Hoffman était encore plus pathétique que Vincent ne l'avait imaginé. 31 ans, 2 entreprises en faillite, 127 000 $ de dettes de jeu envers des gens très désagréables d'Atlantic City. Ses cours de tennis couvraient à peine ses mensualités minimales. L'homme était désespéré, exactement le genre de faiblesse que Lydia exploiterait. Mais ce sont les informations sur sa femme qui surprirent véritablement Vincent. Lydia n'était pas tombée dans l'infidélité par hasard. Elle préparait cela depuis plus d'1 an, documentant systématiquement tout ce que Vincent faisait qui pouvait être interprété comme contrôlant ou agressif. Elle avait secrètement consulté 3 avocats spécialisés en divorce, cherchant celui qui serait le plus agressif dans sa quête de ses biens. Plus accablant encore, elle avait peu à peu empoisonné Sophie contre lui. Le rapport comprenait des transcriptions de conversations que Louise avait récupérées grâce aux SMS supprimés de Lydia, des discussions sur la préparation de Sophie à la transition et l'aidant à comprendre que son père n'était pas un homme bien. Vincent ferma le dossier et contempla la ville par la fenêtre de son bureau. Il avait bâti cette vue au prix de son sang, de sa sueur et de ses sacrifices. Chaque bâtiment en contrebas représentait un client qu'il avait protégé, une menace qu'il avait neutralisée, une victoire qu'il avait remportée. Personne ne prenait ce qui appartenait à Vincent Caldwell. Personne. Il sortit son téléphone et parcourut ses contacts, s'arrêtant sur un nom qu'il n'avait pas appelé depuis des années. L'inspectrice Patricia Grove, aujourd'hui à la retraite mais toujours bien connectée au sein du système judiciaire. Patricia devait à Vincent plusieurs services suite à des affaires où son entreprise avait fourni des renseignements cruciaux. Patricia, c'est Vincent Caldwell. Je dois discuter d'une question de garde d'enfants. Hypothétiquement parlant, bien sûr. À la fin de la conversation, Vincent comprenait parfaitement le fonctionnement du tribunal des affaires familiales,
les preuves les plus probantes et les juges les plus compréhensifs envers les pères victimes de conjoints manipulateurs. Il appela ensuite son avocat d'affaires, Marcus Webb. Marcus s'occupait des affaires juridiques de Vincent depuis 8 ans et savait qu'il valait mieux ne pas poser de questions inutiles. « J'ai besoin que tu me prépares quelque chose, dit Vincent. Un contrat postnuptial complet. Des clauses très précises concernant l'adultère, les fausses accusations et l'aliénation parentale. Et Marcus, il faut que je ressemble à l'idée de Lydia. C'est complexe. Quel est le scénario? Une thérapie de couple. Elle suggérera de mettre à jour nos arrangements juridiques en signe d'engagement. Tu rédigeras quelque chose qui lui semblera favorable, mais qui me donnera en réalité tous les avantages si elle enfreint les termes. Vincent, si c'est bien ce que je pense, alors tu sais, je ne demande rien d'illégal, juste de la créativité. Ce soir-là, Vincent était assis en face de Lydia au dîner, la regardant jouer son rôle d'épouse aimante. Sophie bavardait de l'école entre deux bouchées de pâtes, inconsciente de la guerre qui se déroulait autour d'elle. J'y ai réfléchi, dit Lydia d'une voix soigneusement désinvolte. On devrait peut-être essayer une thérapie de couple, juste pour être sûr de bien communiquer. Vincent hocha la tête, pensif. C'est une excellente idée. Je connais parfaitement la personne, le docteur Amanda Rivera. Elle est spécialisée dans les mariages très conflictuels. Ce que Vincent oublia de dire, c'est que le docteur Rivera était aussi une ancienne cliente qui comprenait l'importance de la discrétion et d'une documentation détaillée. Et peut-être que Vincent continua, nous devrions aussi envisager de mettre à jour nos arrangements juridiques. Montrer notre engagement à ce que cela fonctionne. Les yeux de Lydia s'illuminèrent exactement comme Vincent l'avait prédit. Tu veux dire un contrat postnuptial? Quelque chose comme ça. Je vais demander à Marcus de rédiger quelque chose d'équitable pour nous deux. Tandis que sa femme souriait et acquiesçait, Vincent ressentit le calme familier qui précède l'action. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Bientôt, Lydia et Ryan découvriraient ce qui s'était passé lorsqu'ils avaient tenté de détruire un homme qui avait passé sa vie à anéantir les menaces. Mais d'abord, ils devaient s'assurer la loyauté de Sophie. Non pas par la manipulation comme Lydia tentait de le faire, mais par la vérité. Chapitre 3. Poser les bases. Vendredi soir, Vincent emmena Sophie chez leur glacier préféré, juste tous les deux, tandis qu'elle s'attaquait à un soda presque aussi gros que sa tête. Il observa le visage de sa fille. Elle avait sa détermination, mais les traits délicats de Lydia, une combinaison qui lui serait utile dans la vie si elle apprenait les bonnes leçons. Sophie, tu te souviens de ce que tu m'as dit à propos du commentaire de maman sur son dessin? Elle hocha la tête, soudain sérieuse. Elle dit, tu ne vivrais peut-être plus avec nous. Comment te sentirais-tu si cela arrivait? Triste. Vraiment, vraiment triste. Sophie Spoon marqua une pause à mi-chemin de sa bouche. Papa, est-ce que toi et maman allaient divorcer comme les parents de Taylor? Vincent choisissait ses mots avec soin. Parfois, les adultes font des erreurs, ma chérie. Et parfois, ils doivent en subir les conséquences. Mais je veux que tu saches une chose importante. Peu importe ce qui se passera entre maman et moi, je serai toujours ton père. Je t'aimerai toujours et je me battrai toujours pour te protéger. Mais que se passerait-il si maman disait que je ne peux pas te voir? Alors maman aurait tort, et papa est très doué pour prouver que les gens ont tort. La semaine suivante se passa dans une danse soigneusement chorégraphiée. Vincent assista à des séances de thérapie conjugale où Lydia jouait le rôle du mari désemparé qui tentait de sauver son mariage. Le docteur Rivera documenta chaque séance, notant les subtiles tentatives de Lydia pour dépeindre Vincent comme un homme autoritaire et instable. Pendant ce temps, l'équipe de Vincent travaillait 24 heures sur 24. Louise avait surveillé Ryan, documentant ses habitudes de jeu, ses rencontres avec des requins solitaires, tentatives de plus en plus désespérées de trouver de l'argent. L'enquêteur financier de Vincent a retracé chaque transaction sur les comptes de Lydia, découvrant sa location secrète d'appartement à Manhattan. Le nid d'amour où elle rencontrait Ryan 2 fois par semaine. Mais la découverte la plus dévastatrice de Vincent est venue d'une source inattendue, la tablette de Sophie. Les appareils des enfants étaient souvent négligés lors des évaluations de sécurité. Pourtant, Vincent avait installé un logiciel de surveillance sur tous les appareils électroniques de la famille des années auparavant. En examinant les activités récentes de Sophie, il a découvert quelque chose qui lui a glacé le sang. Lydia avait enregistré leurs conversations privées, des moments père-fille transformés en preuves de manipulation psychologique.
Elle avait monté des extraits pour que les avertissements protecteurs de Vincent paraissent menaçants. Ses expressions d'amour paraissent possessives. Pire encore, elle avait conseillé Sophie sur ce qu'elle devait dire lors de l'évaluation finale pour la garde des enfants. L'enregistrement montrait Lydia apprenant à leur fille de 8 ans à mentir sur sa peur de Vincent, à prétendre qu'il avait mauvais caractère, à dire qu'elle préférait vivre avec l'oncle Ryan. Vincent écoutait ces enregistrements seul dans son bureau, les mains dans les poches. Stable malgré la rage qui l'envahissait. Lydia ne le trahissait pas seulement. Elle maltraitait psychologiquement leur fille, faisant de Sophie une arme dans sa guerre contre son propre père. Cette nuit-là, Vincent prit une décision qui aurait choqué quiconque pensait le connaître. Il n'allait pas dévoiler le plan de Lydia. Il n'allait pas la confronter ni tenter de la raisonner. Il allait la laisser agir exactement comme prévu, puis la détruire si profondément qu'elle passerait le reste de sa vie à regretter le jour où elle avait choisi de faire de Vincent Caldwell son ennemi. Le contrat postnuptial était prêt mardi. Marcus s'était surpassé, créant un document qui semblait largement favoriser Lydia, tout en contenant des clauses qui entraîneraient des sanctions dévastatrices en cas de violation. La clause d'adultère à elle seule lui coûterait tout, la garde, les biens, et même la pension alimentaire. Elle le signera, dit Vincent à Marcus lors de leur dernier entretien. Elle se croit plus intelligente que moi, et si elle ne le fait pas, elle le fera. L'avidité de Lydia est toujours présente. L'avantage de la prudence l'emporte sur sa prudence. Ce soir-là, Vincent présenta l'accord à Lydia lors de leur dîner romantique à la maison. Sophie était à une soirée pyjama, ce qui leur garantissait l'intimité de leurs prestations. Marcus s'est surpassé, dit Vincent, en versant à Lydia un verre de son vin préféré. Cela nous protège tous les deux, mais honnêtement, c'est probablement plus généreux envers toi que je ne devrais l'être. Lydia parcourut le document, l'accompagnement de son avocat étant évident dans la façon dont elle se concentrait sur certaines sections. Vincent vit ses yeux s'illuminer en découvrant les clauses de partage des biens, sans se rendre compte qu'elles étaient conditionnées à sa fidélité. Cela me semble juste, dit-elle finalement. Très juste. Je veux que tu te sentes en sécurité, Lydia. Je veux que tu saches que je suis engagé envers notre mariage, envers notre famille. Elle signa d'un geste pompeux, initiant même l'auteur au respect mutuel et à l'honnêteté dans toutes les affaires conjugales. Plus tard, tandis que Lydia dormait à ses côtés, Vincent fixa le plafond et calcula les délais. Selon ses estimations, Lydia demanderait le divorce dans les 2 semaines à venir. Elle présenterait ses preuves fabriquées et exigerait une procédure d'urgence. La garde de sa fille est tentée de geler ses avoirs. Ce qu'elle ignorait, c'est que Vincent avait déjà transféré la majeure partie de sa fortune sur des comptes et des fonds fiduciaires à l'étranger, invisibles aux yeux des tribunaux aux affaires familiales américains. Ce qui restait sur leur compte joint suffisait à sauver les apparences, mais pas à régler les dettes de Ryan ni les goûts de luxe de Lydia. Plus important encore, Vincent avait passé les 2 dernières semaines à tout documenter, l'infidélité de Lydia, son coaching auprès de Sophie, sa collecte de preuves frauduleuses. Il possédait des enregistrements, des photos, des documents financiers et des témoignages qui non seulement ruineraient son dossier, mais pourraient même entraîner des poursuites pénales. Mais Vincent n'avait pas l'intention de présenter ces preuves de manière défensive. Il allait les utiliser comme une arme, frappant au moment idéal pour un maximum de dégâts. La guerre allait commencer, et Lydia ignorait totalement qu'elle avait déjà perdu. Chapitre 4. Le piège jaillit. Lydia passa à l'action un jeudi matin. 12 jours exactement après la signature du contrat postnuptial, Vincent était à son bureau lorsque Marcus appela pour lui annoncer que les papiers du divorce avaient été déposés et que Lydia demandait une intervention d'urgence. Garde, affirmant que Vincent était de plus en plus erratique et potentiellement dangereux. Elle demande une ordonnance restrictive, rapporta Marcus. Elle prétend que vous l'avez menacée, elle et Sophie. Elle a des enregistrements. J'en suis sûr, répondit calmement Vincent. Quand a lieu l'audience? Demain à 14h, juge Hamilton. Parfait. Le juge Hamilton était connu pour son approche pragmatique et son mépris particulier pour l'aliénation parentale. Plus important encore, il était l'un des juges que Patricia Grove avait recommandé pour leur sympathie envers les pères victimes d'un coup monté. Vincent passa le reste de la journée de jeudi aux derniers préparatifs. Il appela sa femme de ménage et lui dit avec désinvolture qu'elle ne devrait pas s'étonner si Madame Caldwell déménageait bientôt. Il s'arrangea pour que Sophie reste chez sa sœur Emma pour le week-end, expliquant à sa fille que c'était pour une aventure spéciale, le temps que papa et maman règlent des problèmes d'adultes. Plus important encore, il activa la phase finale de son opération de surveillance.
Ryan Hoffman allait passer une très mauvaise journée. À 3 heures du matin vendredi, le téléphone de Vincent sonna. C'était inspecteur Grove. Vincent, je pensais que vous deviez savoir qu'il y a eu un incident à Belmont Park hier soir. Ryan Hoffman a été retrouvé roué de coups sur le parking. Apparemment, il devait de l'argent à des individus peu recommandables. C'est terrible, dit Vincent, sans prendre la peine de paraître surpris. Il va bien? Il survivra, mais il est à l'hôpital avec un nez cassé, 3 côtes fêlées et une grave commotion cérébrale. Il ne sera probablement pas conscient avant quelques jours. Quel dommage. Juste au moment où Lydia avait le plus besoin de lui, Vincent avait passé un simple coup de fil 3 jours plus tôt à un contact spécialisé dans le recouvrement de créances. Il avait simplement mentionné que Ryan Hoffman serait peut-être plus motivé à payer ses dettes s'il comprenait la gravité de sa situation. Vincent n'avait jamais explicitement demandé la violence, mais des hommes comme Tommy Castellano avaient leur propre façon de communiquer avec les mauvais payeurs. À 8 heures du matin, Vincent reçut un appel affolé de Lydia. Ryan est à l'hôpital, sanglotait-elle. Quelqu'un l'a agressé. Il ne pourra pas témoigner aujourd'hui. Témoigner de quoi? Demanda Vincent innocemment. L'audience de divorce, tu sais, à propos de ton comportement, Lydia, de quoi Ryan comptait-il témoigner exactement? C'est ton professeur de tennis. Que saurait-il de notre mariage? Le silence dura suffisamment longtemps pour que Vincent puisse compter 5 battements de cœur. C'est un ami. Il a vu comment vous me traitez. Je vois. J'espère qu'il se rétablira vite. Ces attaques aléatoires sont terribles. À 22 heures, Vincent était assis au tribunal des affaires familiales, Marcus à ses côtés. Lydia était assise de l'autre côté de l'allée avec son avocate, Janet Morrison, une requin spécialisée dans les divorces à haut revenu. Lydia semblait confiante malgré l'absence de Ryan. Elle croyait visiblement que ses preuves fabriquées seraient suffisantes. Le juge Hamilton était un homme mince d'une 60aine d'années, avec l'attitude de quelqu'un qui avait vu tous les mensonges que le tribunal des affaires familiales avait à offrir. Il examina les documents préliminaires avec un scepticisme évident. Madame Caldwell, vous demandez la garde d'urgence sur la base d'allégations de comportement menaçant. Je vois que vous avez des enregistrements. L'avocat de Lydia se leva. Oui, votre honneur. Nous avons des preuves documentées du comportement de plus en plus contrôlant et instable de Monsieur Caldwell envers Madame Caldwell et leur fille. J'aimerais entendre ces enregistrements. Vincent observait le visage de Lydia tandis que son avocat diffusait les extraits soigneusement montés. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas le contexte, la voix de Vincent semblait dure, surtout lorsqu'il abordait les conséquences et la protection. Les extraits ont été habilement montés pour supprimer le contexte et accentuer les menaces perçues. Monsieur Caldwell, le juge Hamilton a dit, reconnaissez-vous ces enregistrements? Oui, votre honneur. Ils proviennent de conversations avec ma fille sur la sécurité et les comportements inappropriés. Cependant, ils ont été fortement modifiés pour supprimer le contexte. Avez-vous les enregistrements complets? Vincent a souri. En fait, je les ai. Marcus s'est levé et s'est approché du tribunal avec un épais dossier. Votre honneur, la société de sécurité de Monsieur Caldwell assure une surveillance audio et vidéo complète de leur domicile à des fins de sécurité. Nous disposons des versions intégrales et non montées de ces conversations, ainsi que d'autres éléments qui fournissent un contexte crucial. Le juge Hamilton a haussé les sourcils. Autres éléments, des preuves vidéo de Madame Caldwell conseillant leur fille sur ce qu'elle devait dire lors des évaluations de garde, des enregistrements de la liaison de Madame Caldwell avec Monsieur Ryan Hoffman, et la documentation du projet de Madame Caldwell de fabriquer des preuves contre Monsieur Caldwell. Le silence se fit dans la salle d'audience. Le visage de Lydia devint blanc, puis rouge, puis de nouveau blanc. J'aimerais voir ces preuves, dit le juge Hamilton. Pendant l'heure qui suivit, la documentation de Vincent passa sur les écrans de la salle d'audience. Les enregistrements non édités le montraient en père patient et aimant mettant en garde sa fille contre les problèmes d'adultes. La vidéo de Lydia coachant Sophie était bouleversante. Voir une enfant de 8 ans apprendre à mentir sur son père susurra un dégoût visible au visage du juge Hamilton. Mais le coup de grâce fut la vidéo de Lydia et Ryan dans la salle à manger de Vincent, discutant de leurs plans dans les moindres détails. À la fin, le juge Hamilton retira ses lunettes et les nettoya lentement. Madame Caldwell, pourriez-vous m'expliquer ce que je viens d'observer? L'avocat de Lydia lui chuchota frénétiquement à l'oreille, mais Lydia semblait incapable de parler.
De plus, le juge Hamilton poursuivit, je constate que vous avez signé un contrat postnuptial il y a 2 semaines à peine, qui traite spécifiquement de l'adultère et de la responsabilité parentale. Aliénation. Étiez-vous au courant de ces clauses lorsque vous avez signé? Je ne les connaissais pas. L'accord ne l'est pas. Il semble très clair, Madame Caldwell. Monsieur Caldwell, que demandiez-vous dans cette procédure? Vincent se leva lentement. Votre honneur, je souhaite la garde exclusive de ma fille avec un droit de visite surveillé pour Madame Caldwell en attendant une évaluation psychologique. Je souhaite l'application de notre contrat postnuptial, y compris les clauses de pénalité pour adultère et aliénation parentale. Et je souhaite que Madame Caldwell fasse l'objet d'une enquête pour faux rapports de police et tentative de subornation de parjure sur un enfant mineur. Le juge Hamilton hocha la tête d'un air sombre. La garde d'urgence est accordée à Monsieur Caldwell. Madame Caldwell, vous bénéficierez de 2 heures de visite surveillée par semaine jusqu'à ce qu'une évaluation psychologique complète soit effectuée. Je transmets également cette affaire au bureau du procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. Lydia a enfin retrouvé sa voix. Ce n'est pas fini, Vincent. Vous ne pouvez pas me détruire ainsi. Vincent se tourna vers sa femme, bientôt ex-femme, avec la même expression qu'il avait arborée lors de ses interrogatoires d'insurgés en Afghanistan. Lydia, dit-il doucement. Ce n'est que le début. Chapitre 5. Guerre psychologique. Le week-end suivant l'audience, Vincent alla chercher Sophie chez sa sœur Emma. Sa fille resta inhabituellement silencieuse pendant le trajet du retour, ses petites mains jouant avec sa ceinture de sécurité. Papa, dit-elle finalement. J'ai des ennuis. Vincent s'arrêta dans un parc et se tourna vers elle. Pourquoi aurais-tu des ennuis, ma chérie? À cause de ce que j'ai dit sur toi. De ce que maman m'a appris à dire. Le cœur de... Vincent se serra, mais il garda une voix posée. Sophie, tu as 8 ans. Ce n'est pas ton rôle de comprendre les problèmes des adultes ni de prendre parti entre papa et maman. Tu as fait ce que tu pensais devoir faire. Mais je savais que c'était mal, murmura Sophie. Tu ne m'as jamais fait peur. Tu ne m'as jamais fait de mal. Maman m'a fait répéter ces choses-là, et je savais que c'était faux. Vincent a détaché sa ceinture et a pris sa fille dans ses bras. Tu n'es pas responsable de ce que font les adultes, Sophie. Jamais. Et je te promets qu'on ne te remettra plus jamais dans cette situation. Maman va-t-elle aller en prison? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, on s'en sortira. On va construire une vie honnête, sûre et pleine d'amour. Ce lundi-là, Vincent a reçu 2 appels qui ont confirmé que sa stratégie fonctionnait parfaitement. Le premier venait de Tommy Castellano. Ton ami Ryan est réveillé, a rapporté Tommy. Il semble très motivé à discuter de ses dettes. En fait, il est tellement motivé qu'il a accepté de quitter la ville définitivement. C'est drôle, il n'a plus l'air intéressé par les cours de tennis. Je suis content qu'il ait trouvé Clarity, a répondu Vincent. Le deuxième appel venait de Louise, qui surveillait les communications de Lydia. Elle s'effondre, a rapporté Louise. 37 appels sur le téléphone de Ryan, sans réponse. Elle a tenté d'accéder à leur compte joint et a constaté que la majeure partie de l'argent avait disparu. Son avocat exige une provision de $50 000 qu'elle ne peut pas payer. Dans son appartement, le bail expire la semaine prochaine. Le propriétaire a reçu un signalement anonyme concernant une occupation non autorisée et des plaintes pour nuisances sonores. Il ne renouvelle pas. Vitan avait passé des années à étudier les points de tension, physiques, psychologiques et financiers. Lydia découvrait que sa vie confortable reposait sur des fondations qui n'existaient qu'à la discrétion de Vincent. Mercredi, le rapport d'évaluation psychologique a été publié. Le docteur Angela Reeves, psychologue désigné par le tribunal, a passé 3 heures avec Lydia et a rendu un rapport accablant. Madame Caldwell présente d'importantes tendances narcissiques et une propension inquiétante à manipuler son enfant à des fins personnelles. Le rapport indique, ses tentatives pour justifier le fait d'avoir incité Sophie à mentir sur son père suggèrent une incapacité fondamentale à faire passer le bien-être de son enfant avant ses propres désirs. Un contact continu et sans surveillance avec un enfant mineur est déconseillé. Cet après-midi-là, Lydia se présenta au bureau de Vincent sans prévenir. Son agent de sécurité l'appela, lui laissant le temps de se préparer. Elle avait l'air affreuse. Son apparence habituellement impeccable était négligée, ses vêtements de marque froissés, son maquillage maculé. Lorsqu'elle entra dans son bureau, elle avait du mal à se contenir.
Vincent, s'il vous plaît, dit-elle sans préambule. On peut parler? Vraiment parler? Bien sûr. Asseyez-vous. Lydia s'effondra sur la chaise en face de son bureau. Je sais que tu es en colère. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est allé trop loin. J'ai perdu l'appartement. Mon avocat m'a lâché. Ryan ne me rappelle plus. Ryan est dans le vent, dit calmement Vincent. Apparemment, ses dettes de jeu l'ont rattrapé. Il a quitté la ville assez soudainement. C'est toi qui as fait ça. Je sais que tu as fait ça, Lydia. Je suis consultante en sécurité, pas faiseuse de miracles. Je ne peux pas contrôler les mauvaises décisions des autres. S'il te plaît, supplia-t-elle. Je ferai tout pour arrêter ça. Laisse-moi voir Sophie. Laisse-moi garder la maison. Vincent observa le visage de sa femme. 3 semaines auparavant, elle était sûre de pouvoir le détruire. Maintenant, elle implorait sa clémence. Elle n'avait jamais eu l'intention de le lui montrer. « Tu veux voir Sophie ?» demanda-t-il. « Oui, mon Dieu, oui. C'est ma fille. C'est ma fille aussi. Mais tu essaies d'en faire une arme contre moi. Tu as appris à une enfant de 8 ans à mentir sur sa peur de son père. Quel genre de mère fait ça ?» Le sang-froid de Lydia se brisa complètement. J'avais peur. Je pensais que si je parvenais à te faire passer pour quelqu'un de mal, je pourrais emmener Sophie en lieu sûr, là où tu ne pourrais pas nous contrôler. Te contrôler. Lydia, je t'ai tout donné. Je t'ai confié ma maison, mon enfant, ma vie. Et tu as récompensé cette confiance en prévoyant de me détruire. J'ai fait une erreur. Non, dit Vincent d'une voix à peine plus basse qu'un murmure. Une erreur, c'est d'oublier de faire les courses. Une erreur, c'est d'être en retard au dîner. Tu as orchestré une campagne pour m'aliéner ma fille. Pour me faire passer pour une agresseuse, pour me voler tout ce que j'ai construit. Ce n'était pas une erreur, Lydia. C'était la guerre. Que veux-tu? Que faudra-t-il? Vincent se leva et se dirigea vers sa fenêtre. La ville s'étendait sous lui. Sa ville, son domaine. Je veux que tu comprennes une chose, Lydia. Tu as déclaré la guerre aux mauvais hommes. J'ai passé ma vie à gérer des gens qui menacent ceux que je protège. Je n'ai jamais perdu et je n'ai jamais fait preuve de pitié envers personne. Qui a tenté de nuire à ma famille? Sophie et ma famille aussi. Sophie est une enfant innocente prise entre deux feux par ton ambition. Et je la protégerai de toi comme je la protège de toute autre menace. Lydia pleurait, le mascara coulant sur ses joues. S'il te plaît, Vincent, je t'en supplie. Je signerai tout. J'accepterai tout. Laisse-moi juste reprendre un peu de ma vie. Vincent se tourna vers elle. Voici ce qui va se passer. Tu vas poursuivre tes visites supervisées avec Sophie 2 heures par semaine en présence d'une assistante sociale. Tu vas quitter ma maison d'ici vendredi. Tu vas suivre une thérapie psychologique pendant au moins 6 mois. Et tu vas accepter que tes décisions aient des conséquences. Et l'argent? Je n'en ai pas les moyens. Selon le contrat postnuptial que tu as signé, ton adultère déclenche les clauses de pénalité. Tu perds tout droit aux biens matrimoniaux, y compris la pension alimentaire, tu recevras exactement ce que tu as apporté dans ce mariage. Rien. Ce n'est pas légal. Pas de juge. Le juge Hamilton a déjà appliqué l'accord. Vous l'avez signé de votre plein gré, avec une représentation juridique complète. C'est inflexible. Lydia le fixa du regard, comprenant enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Vous aviez tout planifié. Tout? L'accord, les preuves, tout. Je me suis défendu, ma fille et moi, contre quelqu'un qui tentait de nous détruire. Si vous voulez appeler cela de la planification, allez-y. Ce n'est pas fini. Vincent sourit. La même expression froide qui avait terrifié les combattants ennemis en Afghanistan. Oui, Lydia. C'est vrai. Chapitre 6. Resserrer l'étau. Vendredi arriva avec une pluie d'automne qui rendit l'après-midi d'octobre gris et froid. Vincent regarda par la fenêtre de son bureau la BMW de Lydia s'engager dans l'allée de ce qui avait été leur maison pendant 8 ans. Il lui avait donné jusqu'à 18 heures pour récupérer ses affaires personnelles et lui laisser ses clés. Sophie était à l'école, épargnée d'assister à la défaite finale de sa mère. Vincent avait pris des dispositions pour que sa fille reste chez Emma ce week-end,
le temps qu'il termine la transition. À 17h47, la voiture de Lydia disparut une dernière fois dans la rue. Louise apparut sur le seuil de la porte de Vincent, une tablette à la main. Le dernier contrôle de sécurité était terminé. Elle prit des vêtements, des bijoux et quelques photos. Elle laissa tout le reste, y compris les objets appartenant légalement à sa famille. Choix intéressant, Vincent tue. La porcelaine de la grand-mère de Lydia, les tableaux de sa mère, les albums photos de toute la vie de Sophie, tout abandonné dans sa hâte de s'enfuir. Il y a plus, continua Louise. Sa mère appela 3 fois pendant qu'elle faisait ses bagages. Lydia ne répondit jamais. Vincent n'était pas surpris. Les parents de Lydia avaient toujours désapprouvé son mariage avec Vincent, le considérant comme inférieur à leur statut social. Mais ils le toléraient pour la sécurité financière qu'il offrait à leur fille. Maintenant que la sécurité avait disparu, Lydia allait devoir affronter leur déception, entre autres choses. Lundi, des nouvelles à la fois satisfaisantes et inquiétantes pour Vincent. L'inspectrice Grove appela pour faire le point sur l'enquête du procureur. Les poursuites allaient bon train, rapporta-t-elle. Dépôt de fausses plaintes, tentative de parjure et mise en danger d'enfants. L'épreuve, le dossier que vous avez fourni est facile. Chronologie, un mandat d'arrêt devrait être émis dans la semaine. Vincent, es-tu sûr de vouloir aller aussi loin? Elle est toujours la mère de Sophie. Vincent fixait le dernier dessin de Sophie accroché à la place d'honneur sur le mur de son bureau. Celui-ci les montrait juste tous les deux se tenant la main devant une maison avec un arc-en-ciel au-dessus. Pas d'excuses écrites dans un coin cette fois. Patricia, quel genre de message cela envoie-t-il à Sophie si je laisse quelqu'un qui a tenté de la maltraiter psychologiquement sans subir de conséquences? Quel genre d'homme serais-je si je laissais quelqu'un menacer le bien-être de ma fille sans réagir? Je comprends. Assure-toi juste de pouvoir vivre avec ça. J'ai connu pire. Ce soir-là, Vincent est allé chercher Sophie à l'école et l'a emmenée dans leur restaurant préféré. Au dîner, il a expliqué que maman ne vivrait plus avec lui, mais qu'il continuerait à se voir lors de visites spéciales. « Es-tu triste, papa ?» a demandé Sophie en scrutant son visage avec l'intensité d'un enfant de 8 ans. « Je suis triste que les choses se soient passées comme elles l'ont fait. »« Je l'ai fait, » dit Vincent honnêtement. « Mais je ne suis pas triste qu'il ne reste plus que toi et moi. Nous allons vivre de belles aventures ensemble. On peut avoir un chien ?» Vincent rit, son premier rire sincère depuis des semaines. « On peut absolument avoir un chien. » Mercredi, la nouvelle tant attendue par Vincent fut annoncée. Louise fit irruption dans son bureau avec une excitation inhabituelle. Elle avait été arrêtée. Louise annonça et alla la chercher chez sa mère, dans le Connecticut. Les parents étaient mécontents. Vincent ressentit un moment de satisfaction, immédiatement suivi d'inquiétude pour Sophie. Sa fille en entendrait probablement parler à l'école, où les enfants en savaient toujours plus que les adultes ne l'imaginent. « Louise, je veux que tu prépares une évaluation de sécurité pour l'école de Sophie. Si des journalistes ou des travailleurs sociaux tentent de l'approcher, je veux le savoir immédiatement. » C'est déjà fait. J'ai également contacté l'école privée que tu as mentionnée, Riverside Academy. Ils ont une grande expérience des situations de garde d'enfants très médiatisées. Vincent hocha la tête. Riverside était chère, exclusive et discrète. Sophie recevrait une excellente éducation, entourée d'enfants dont les familles comprenaient l'importance de la vie privée. Jeudi soir, une visite inattendue arriva. Vincent aidait Sophie à faire ses devoirs lorsque son système de sécurité annonça une voiture dans l'allée. Les caméras montrèrent un visage familier. Docteur Amanda Rivera, la conseillère conjugale qui a documenté les mensonges de Lydia. Le docteur Rivera, Vincent a dit en ouvrant la porte. C'est inattendu. Monsieur Caldwell, j'espère que cette intrusion ne vous dérange pas. Je souhaite vous parler du bien-être de Sophie pendant cette transition. Ils ont discuté dans le bureau de Vincent pendant que Sophie finissait ses devoirs dans la cuisine. Les préoccupations du docteur Rivera étaient professionnelles, mais précises. Vincent, j'ai passé en revue mes séances avec vous et Lydia. Votre femme souffrait clairement de problèmes psychologiques importants et votre réponse a été complète, mais je m'inquiète pour la santé émotionnelle de Sophie à long terme. De quelle manière? Les enfants ont besoin de stabilité et de prévisibilité. Vous avez effacé toute trace de sa mère de sa vie très rapidement. Cela peut être traumatisant, même lorsque la mère était problématique. Vincent a réfléchi à cela pour protéger Sophie des manipulations de Lydia. Avait-il surcorrigé? Que recommandez-vous?
Une thérapie pour Sophie, évidemment, mais envisager aussi de lui permettre de conserver des souvenirs positifs de sa mère. Pas de contact étant donné la situation juridique, mais peut-être quelques photos, quelques souvenirs. Les enfants ont besoin de digérer ces pertes, pas pour les effacer. Cette nuit-là, une fois Sophie endormie, Vincent récupéra les albums photos que Lydia avait abandonnés. Il passa 1 heure à parcourir les photos de fêtes d'anniversaire, de matins de Noël, de vacances en famille. Sur beaucoup d'entre elles, Lydia paraissait sincèrement heureuse, sincèrement aimante envers Sophie. La femme qui avait tenté de le détruire était aussi celle qui avait chanté des berceuses à leur fille, qui avait bandé, écorché les genoux et lu des histoires avant de dormir. Sophie méritait de se souvenir de cette version de sa mère, même si cette femme avait disparu. Vincent sélectionna plusieurs dizaines de photos et les fit assembler par un professionnel dans un nouvel album. Sur la première page, il écrivit « Souvenir des moments heureux de maman et Sophie ». Vendredi après-midi, l'audience de Libération sous caution de Lydia fila une des journaux locaux. Vincent suivit la couverture avec une satisfaction sombre tandis que les journalistes décrivaient les accusations portées contre la célèbre personnalité mondaine. La photo de Lydia lors de son arrestation la montrait échevelée et désespérée. Bien loin de la femme confiante qui avait signé les papiers du divorce 3 semaines plus tôt. Mais la satisfaction de Vincent fut tempérée par un imprévu. La réaction de Sophie. Sa fille était restée inhabituellement silencieuse depuis qu'elle avait vu le reportage chez une amie. Ce soir-là, elle s'approcha de lui, les larmes aux yeux. « Papa, maman est en prison à cause de moi. » Vincent s'agenouilla et prit Sophie dans ses bras. « Non, ma chérie. Maman subit les conséquences de ses choix. Des choix d'adultes qui n'avaient rien à voir avec toi. Mais si je ne t'avais pas parlé du dessin, Sophie, écoute-moi. Tu m'as dit la vérité, et la vérité est toujours le bon choix. Ce qui est arrivé à maman est arrivé à cause de ce qu'elle a fait, pas parce que tu as été honnête avec ton père. » En réconfortant sa fille, Vincent réalisa que sa guerre avec Lydia avait fait des victimes inattendues. Sophie grandirait en sachant que sa mère était une criminelle condamnée. Elle devrait expliquer à ses amis pourquoi elle ne la voyait que lors de visites surveillées. Elle porterait les cicatrices psychologiques d'avoir été prise entre les conflits de ses parents. Vincent avait gagné la guerre, mais la victoire avait un prix qui perdurerait longtemps après que Lydia ait purgé sa peine. Chapitre 7. Le dernier Gambit. 3 mois après l'arrestation de Lydia, Vincent reçut un appel qui changea tout. Sophie s'épanouissait à la Riverside Academy dans son nouvel environnement lorsque Janet Morrison, l'ancienne avocate de Lydia, demanda un rendez-vous. « Je sais que c'est inhabituel, » dit Morrison au téléphone. « Mais je pense que nous devons discuter de la situation de votre femme. » Il y a eu du nouveau. Ils se sont rencontrés au bureau de Morrison en centre-ville, un espace élégant conçu pour intimider le conseil municipal opposé. Mais Morrison semblait réservé, presque désolé. « Vincent, je dois être direct avec vous. L'évaluation psychologique de Lydia en prison a révélé des informations troublantes. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite et des traits narcissiques sévères. Les médecins pensent qu'elle traversait une crise psychotique pendant la période où elle préparait le divorce. » Vincent ne dit rien, attendant la véritable raison de ce rendez-vous. « Le fait est, » poursuivit Morrison, le parquet envisage un arrangement à l'amiable, un traitement psychiatrique au lieu d'une peine de prison, mais il y a une condition. Ils veulent s'assurer que Sophie ne sera pas en danger si Lydia retourne dans la société. Sophie ne sera plus jamais en danger à cause de sa mère, dit Vincent d'un ton neutre. Je te crois, mais Vincent, les parents de Lydia demandent grâce. Ils veulent trouver un arrangement pour qu'elle puisse éventuellement reconstruire une relation avec Sophie. Vincent se laissa aller au fond de son fauteuil. Quel genre d'arrangement? Ils sont prêts à créer un fonds fiduciaire pour l'éducation et les besoins futurs de Sophie. 2 millions de dollars, à la condition que Lydia bénéficie de droits de visite supervisés, qui pourraient potentiellement s'étendre à mesure qu'elle termine son traitement. 2 millions de dollars. Vincent n'avait pas besoin de cet argent, mais cela assurerait pleinement l'avenir de Sophie. C'était aussi un aveu tacite de la part de la famille de Lydia que leur fille avait eu tort, que Vincent avait été la victime. Il y a autre chose, ajouta Morrison. Lydia veut écrire une lettre à Sophie. Elle veut s'excuser pour tenter d'expliquer pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Elle ne demande pas pardon, juste une chance de permettre à Sophie de tourner la page. Vincent réfléchit à cela. Le docteur Rivera avait insisté sur l'importance d'aider Sophie à gérer ses sentiments envers sa mère.
Une lettre pourrait offrir cette opportunité. Je vais d'abord lire la lettre, dit finalement Vincent. Si c'est approprié, je la partagerai avec Sophie. Quant à la visite, nous verrons comment elle se comporte avec son traitement. Ce soir-là, Vincent était assis dans son bureau avec la lettre de Lydia. Son écriture était tremblante, ses mots soigneusement choisis. Ma chère Sophie, papa t'a probablement dit que j'avais fait de très mauvais choix, et il a raison. J'ai blessé des gens que j'aime, toi y compris. Et j'en suis profondément désolé. Je veux que tu saches que rien de ce qui s'est passé n'était de ta faute. Tu es une petite fille magnifique, intelligente et merveilleuse, et tu mérites tellement mieux que ce que je t'ai fait subir. Je suis malade, Sophie. Pas le genre de maladie qui donne de la fièvre, mais le genre de maladie qui rend les pensées confuses et effrayantes. Je me fais soigner pour cette maladie. Et j'espère qu'un jour je pourrai être la mère que tu mérites. Je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Je le ferai toujours. Et je suis fier que tu es papa pour prendre soin de toi. C'est un homme bien et il t'aime beaucoup. Je t'aime toujours, maman. Vincent lut la lettre 2 fois, puis la mit de côté. Elle était honnête, adaptée à son âge et exempte de toute manipulation. Plus important encore, elle reconnaissait le rôle de protecteur de Vincent envers Sophie plutôt que de le saper. Le lendemain, Vincent eut une longue conversation avec le docteur Rivera sur la façon de présenter la lettre à Sophie. Ils décidèrent de la lire ensemble lors d'une séance de thérapie de Sophie, lui offrant ainsi un espace de sécurité pour digérer ses émotions. La réaction de Sophie surprit Vincent. Après que le docteur Rivera eut fini de lire la lettre, sa fille resta silencieuse un long moment. Puis elle leva vers Vincent ses yeux bleus sérieux. « Papa, puis-je lui répondre ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? J'espère qu'elle ira mieux et que je l'aime aussi, mais je suis heureux de vivre avec toi. » 6 mois plus tard, Vincent se tenait dans une salle d'audience pour l'audience de détermination de la peine de Lydia. Elle avait plaidé coupable de tous les chefs d'accusation en échange d'une peine d'1 an d'internement en établissement psychiatrique, suivi de 5 ans de probation avec surveillance. Lydia paraissait différente, plus mince, plus âgée, mais d'une certaine manière plus présente qu'elle ne l'avait été pendant leur mariage. Lorsque le juge Hamilton lui a demandé si elle avait quelque chose à dire avant la condamnation, elle s'est levée et s'est tournée vers Vincent. « Votre honneur, je tiens à présenter mes excuses à mon ex-mari et à ma fille. Je leur ai fait vivre un enfer à cause de ma propre maladie mentale et de mon égoïsme. Monsieur Caldwell a eu raison de protéger Sophie de moi, et j'espère qu'un jour je pourrai regagner un peu leur confiance. » Vincent ne dit rien, mais il remarqua que Lydia ne se présentait plus comme la mère de Sophie. Elle avait accepté que ses actes lui avaient coûté ce titre. Après l'audience, les parents de Lydia ont abordé Vincent dans le couloir. Margaret Ashton, elle paraissait plus âgée qu'eux. Ses 68 ans, épuisée par la disgrâce de sa fille et l'humiliation sociale de la famille. « Vincent, dit-elle doucement, nous tenons à vous remercier d'avoir accepté le fonds fiduciaire et d'avoir permis à Sophie de correspondre avec Lydia. » Sophie mérite une sécurité financière, répondit Vincent. Et elle mérite d'avoir la chance de comprendre la maladie de sa mère sans en être victime. Vous auriez pu tous nous détruire, poursuivit Margaret. Notre réputation, nos relations d'affaires, tout. Au lieu de cela, vous avez fait preuve d'une remarquable retenue. Vincent regarda cette femme qu'il avait autrefois considérée comme indigne de sa fille. Madame Ashton, je ne cherche pas à détruire des innocents. Je protège ce qui compte pour moi et j'élimine les menaces qui pèsent sur ma famille. Vous et votre mari n'avez jamais été des menaces. Alors que Vincent se dirigeait vers sa voiture, il repensa à l'année écoulée. Il avait gagné haut la main, obtenu la garde de Sophie, anéanti les projets de Lydia, assuré leur avenir financier et même réussi à permettre à Sophie d'entretenir une relation avec sa mère si elle le souhaitait. Mais la victoire était différente de ce qu'il avait imaginé. L'homme qui avait autrefois éliminé ses ennemis sans hésitation s'était retrouvé à faire preuve de clémence envers une femme qui tentait de le détruire. Peut-être l'influence de Sophie le rendait-elle plus doux, ou peut-être que sa véritable force résidait dans le fait de savoir quand faire preuve de retenue. Quoi qu'il en soit, Vincent Caldwell avait prouvé une fois de plus qu'il n'était pas homme à se laisser contrarier. L'histoire deviendrait légendaire dans leurs cercles sociaux, un récit édifiant sur les dangers de sous-estimer un homme discret au talent dangereux. Chapitre 8. De nouvelles fondations. 2 ans après le prononcé du divorce, Vincent se tenait dans la cuisine de sa nouvelle maison, regardant Sophie jouer avec leur chiot berger allemand, Rex, dans le jardin. Ils avaient déménagé 6 mois plus tôt,
laissant derrière eux une maison chargée de trop de souvenirs de déception et de trahison. Ce nouvel endroit était différent, plus petit, mais plus chaleureux, choisi par Sophie après avoir visité des dizaines de propriétés ensemble. Il y avait un plus grand jardin pour Rex, une piscine et, surtout, aucune ombre du passé. Sophie avait maintenant 10 ans, plus grande et plus sûre d'elle. La petite fille timide qui s'excusait par ses dessins était devenue une jeune femme réfléchie, qui disait ce qu'elle pensait et faisait confiance à son instinct. Ses séances hebdomadaires avec le docteur Rivera l'avaient aidée à surmonter le traumatisme du divorce de ses parents, et elle semblait sincèrement heureuse. Le téléphone sonna, interrompant le café matinal de Vincent. C'était le docteur Rivera. Vincent, je voulais discuter de la dernière évaluation de Sophie. Elle se porte remarquablement bien, mieux que la plupart des enfants ayant vécu un traumatisme similaire. Elle est résiliente, dit Vincent en regardant sa fille apprendre à Rex à s'asseoir. Elle l'est, mais Vincent, elle a aussi posé des questions pertinentes sur sa mère ces derniers temps. Elle veut savoir si elle peut rendre visite à Lydia. Vincent sentit sa poitrine se serrer. Lydia était sortie de soins psychiatriques 8 mois auparavant et vivait dans une maison de transition supervisée dans le Connecticut. Elle avait terminé son programme de traitement, occupait un emploi à la galerie de ses parents et respectait scrupuleusement les conditions de sa probation. Plus important encore, ses lettres mensuelles à Sophie témoignaient d'une réelle évolution. Fini la femme manipulatrice qui tentait de faire de leur fille une arme. À sa place se trouvait quelqu'un qui semblait comprendre le mal qu'elle avait causé et qui était sincèrement déterminé à changer. « Quel est votre avis professionnel ?» demanda Vincent. « Je pense que ce serait bénéfique pour Sophie. Elle a besoin de voir sa mère comme une vraie personne, pas seulement comme une méchante de son enfance, mais cela devrait être soigneusement supervisé et contrôlé. » Ce soir-là, Vincent s'est assis avec Sophie après le dîner. Elle lisait un livre sur les chevaux, sa dernière obsession, pendant que Rex dormait chez elle. « Pied. Sophie, dit le docteur Rivera, tu m'as demandé si je pouvais rendre visite à maman. » Elle leva les yeux de son livre. Son expression était sérieuse. « J'ai pensé à elle. Je sais qu'elle a fait des bêtises, mais je l'aime toujours. Est-ce mal ?» Le cœur de Vincent se serrait devant la confusion de sa fille. « Ce n'est pas mal d'aimer quelqu'un même s'il t'a blessé, ma chérie. L'amour ne disparaît pas simplement parce que quelqu'un fait des erreurs. L'aimes-tu toujours ?» La question prit Vincent au dépourvu. Aimait-il toujours Lydia? La femme qui l'avait trahi avait disparu, remplacée par quelqu'un qui semblait sincèrement plein de remords. Mais cet amour qui était mort au moment où il avait découvert sa tromperie. « Je tiens à elle en tant que ta mère, dit-il prudemment. Je veux qu'elle soit en bonne santé et en sécurité parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais l'amour que j'avais pour elle, c'est ma femme. Il a disparu, Sophie. Certaines choses ne se réparent pas. » Sophie hocha lentement la tête. « Je comprends, mais j'aimerais la voir, juste pour parler. » La visite fut fixée au samedi suivant à la maison de transition. Vincent conduisit Sophie dans le Connecticut, tous deux nerveux pour des raisons différentes. L'établissement était propre mais institutionnel, conçu pour faciliter la réinsertion sociale des anciens patients. Lydia attendait dans le parloir, et Vincent fut frappé par son changement. Fini la mondaine raffinée qu'il avait épousée. Cette femme portait des vêtements simples, un maquillage minimaliste et une humilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Sophie, dit doucement Lydia, les larmes aux yeux. Tu as tellement grandi. »« Salut, maman, » répondit Sophie, soudain timide. Vincent observa attentivement la mère et la fille s'enlacer maladroitement. Une assistante sociale supervisait de l'autre côté de la pièce, prenant des notes sur leurs échanges. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Sophie en sortant un dessin de son sac à dos. Il représentait une femme aux longs cheveux bruns debout à côté d'un arc-en-ciel. En bas, Sophie avait écrit « Bon rétablissement, maman ». Lydia tenait le dessin comme s'il était en verre. « Il est magnifique, ma chérie. Je vais l'accrocher dans ma chambre. » Ils ont parlé pendant 1 heure de sujets sûrs, de l'école de Sophie, de ses amis, de Rex le chien. Lydia posait des questions précises et écoutait attentivement chaque réponse. Elle n'a jamais essayé de critiquer Vincent ni leur nouvelle vie. Jamais tenté de culpabiliser Sophie pour le temps perdu. Surtout, elle n'a jamais demandé à Sophie de garder des secrets ou de transmettre des messages à Vincent. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Lydia se tourna vers Vincent. « Merci de l'avoir amené. Je sais combien cela doit être difficile pour toi. » Sophie en avait besoin, répondit Vincent.
Elle a besoin de comprendre qui tu es maintenant, pas seulement qui tu étais. Je ne pourrai jamais réparer les dégâts que j'ai causés. Mais je suis reconnaissant d'avoir la chance de faire partie de sa vie, même si ce ne sont que des visites comme celle-ci. Sur le chemin du retour, Sophie était inhabituellement silencieuse. Finalement, elle prit la parole. Papa, elle a l'air différente. Comment ça? Plus triste, mais aussi plus gentille. Comme si elle m'écoutait vraiment au lieu d'attendre son tour pour parler. Vincent hocha la tête. On peut changer Sophie. Cela n'excuse pas ses erreurs, mais parfois, on peut devenir une meilleure version d'elle-même. Es-tu toujours en colère contre elle? Vincent réfléchit sérieusement à la question. Était-il toujours en colère? La rage qui l'avait poussé à détruire la vie de Lydia s'était calmée au fil des ans. Il ne restait qu'une sorte de pragmatisme froid. Il ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger Sophie, mais il ne ressentait plus le besoin de punir activement Lydia. Je ne suis plus en colère, dit-il finalement. Mais je n'oublierai pas non plus ce qui s'est passé. La confiance se regagne lentement, et certaines choses ne se pardonnent jamais complètement. Je crois comprendre. Ce soir-là, Vincent était assis dans son bureau à examiner les rapports de sécurité de son entreprise. Les affaires étaient florissantes. Sa réputation de protecteur des clients contre les menaces n'avait fait que grandir après que la façon dont il avait géré sa propre crise familiale se soit répandue. Son téléphone vibra, un SMS du docteur Rivera lui avait été envoyé. Sophie semblait très optimiste quant à sa visite d'aujourd'hui. Je pense que des visites mensuelles seraient bénéfiques si cela te convient. Vincent répondit, on va essayer des visites mensuelles pendant 6 mois et on réévaluera la situation. En posant son téléphone, Vincent réalisa que quelque chose avait changé en lui. Pendant 2 ans, il s'était concentré sur la protection de Sophie contre sa mère. Maintenant, il facilitait cette relation parce que Sophie en avait besoin. La chaîne le surprit. L'homme qui avait juré de ne jamais pardonner ni oublier apprenait que la vraie force consistait parfois à savoir faire preuve de clémence. Non pas pour ceux qui lui avaient fait du tort, mais pour les innocents pris au piège. Sophie avait besoin de sa mère, et Vincent aimait Sophie plus qu'il ne détestait Lydia. Au final, cet amour guiderait ses décisions, comme toujours. Chapitre 9. Des liens indestructibles. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce premier dessin qui avait tout changé. Sophie avait maintenant 13 ans, grande pour son âge, avec la mâchoire déterminée de Vincent et ses yeux bleus qui semblaient tout voir. Elle était une élève brillante à la Riverside Academy, capitaine de l'équipe équestre, et faisait preuve du même esprit d'analyse qui avait fait le succès de son père. Vincent, depuis la clôture, observait Sophie guider sa jument, Rura, à travers un parcours de saut complexe. Ses mouvements étaient précis et assurés. Elle avait hérité de sa capacité à rester calme sous la pression. Elle est remarquable, dit une voix derrière lui. Vincent se retourna et vit le docteur Rivera s'approcher, les cheveux plus grisonnants, mais le regard toujours aussi vif. Amanda, qu'est-ce qui vous amène au cabinet de Sophie? J'aimerais vous parler de quelque chose. Sophie me suit depuis 5 ans maintenant, et je pense qu'il est temps de se demander si elle a encore besoin d'une thérapie régulière. Vincent haussa un sourcil. Vous licenciez votre patiente. Je lui décerne son diplôme. Sophie a remarquablement bien géré son traumatisme. Elle entretient une relation saine avec ses 2 parents. Elle réussit scolairement et socialement, et a développé d'excellents mécanismes d'adaptation. Poursuivre la thérapie pourrait même être contre-productif à ce stade. Ils regardèrent Sophie terminer son parcours sans faute, puis trotter Aurora jusqu'à la clôture où il se tenait. Papa, as-tu vu le dernier saut? Aurora a à peine touché la rampe. J'ai vu que vous formiez une bonne équipe. Sophie descendit de cheval et commença à dételer Aurora. Docteur Rivera, êtes-vous ici pour me voir? En fait, je suis ici pour vous dire que je pense que nos séances habituelles peuvent prendre fin. Tu as fait tout le travail de guérison, Sophie. Tu n'as plus besoin de moi. Sophie marqua une pause et desserra la sangle d'Aurora. Parce que je suis réparée. Parce que tu n'as jamais été brisée. Le docteur Rivera répondit doucement, tu as été blessé et tu as guéri. C'est ce que font les gens en bonne santé. Plus tard dans la soirée, Vincent et Sophie étaient assis sur leur véranda à regarder le coucher du soleil. Rex, maintenant âgé de 5 ans et parfaitement dressé, était allongé aux pieds de Sophie. Ces moments de calme étaient devenus précieux pour Vincent. Des moments où ils pouvaient simplement vivre ensemble sans le poids du passé qui pesait sur eux. Papa,
Puis-je te demander quelque chose? Toujours. As-tu parfois regretté ce que tu as fait à maman? Je veux dire, la façon dont tu as détruit sa vie. Vincent resta silencieux un long moment. Cette conversation était inévitable, et il s'y préparait depuis des années. Sophie, j'ai fait ce que je pensais nécessaire pour te protéger. Ta mère essayait de te monter contre moi et de t'emmener. Je ne pouvais pas laisser faire, mais tu aurais pu divorcer. Tu n'aurais pas dû l'envoyer en prison. Ta mère a commis des crimes, Sophie. Elle a porté de fausses plaintes, a essayé de t'entraîner à mentir sous serment et a tenté de m'escroquer financièrement. La peine de prison était la conséquence de ses choix, pas de ma vengeance. Sophie ramena ses genoux contre sa poitrine. Je sais, je comprends ça logiquement, mais parfois je me demande si tu pouvais recommencer, est-ce que tu gérerais la situation différemment? Vincent observa le visage de sa fille. Elle lui demandait s'il était le genre d'homme à détruire les gens inutilement, si son amour pour elle l'avait rendu cruel. Si ta mère avait simplement demandé le divorce, nous aurions pu négocier la garde comme des adultes civilisés. Si elle avait été honnête sur ses sentiments pour Ryan, sur son désir d'une vie différente. J'aurais été blessé, mais j'aurais essayé de faire ce qui était le mieux pour toi. Mais elle ne l'a pas fait. Non, elle m'a déclaré la guerre, Sophie. Elle a essayé de t'enlever par le mensonge et la manipulation. Et une fois que quelqu'un déclare la guerre à Vincent Caldwell, il laisse la sentence en suspens. Tu les détruis complètement. Termina Sophie. Je protège toujours ce qui compte pour moi. Sans exception. Sophie resta silencieuse pendant plusieurs minutes, digérant cela. Les enfants à l'école parlent parfois de toi. Ils disent que tu fais peur. Que leurs parents les mettent en garde contre la famille Caldwell. Vincent eut un frisson. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que tu es la personne la plus sûre que je connaisse, car tu fais tout pour protéger ceux qui te sont chers, mais je pense aussi que tu es la personne la plus dangereuse à trahir. Ses paroles étaient sincères, sans peur ni jugement. Sophie comprenait parfaitement qui était son père et l'avait accepté. Cela te fait-il peur? Demanda Vincent. Non, ça me rassure. Mais papa, je pense aussi que maman a assez souffert. Elle a tout perdu. Sa maison, sa réputation, sa fille. Elle suit une thérapie depuis 6 ans maintenant. Elle travaille à la galerie Grand Pas et vit dans un petit appartement. Tu ne penses pas qu'elle a payé pour ce qu'elle a fait? Vincent réfléchit. Les visites mensuelles de Lydia à Sophie duraient depuis 3 ans maintenant. Elle était ponctuelle, respectueuse et ne dépassait jamais les limites. Elle s'enquérait de la vie de Sophie, mais jamais de fierté. Elle lui envoyait des cadeaux d'anniversaire et de Noël appropriés. Elle était devenue inoffensive. Qu'est-ce que tu es? Tu demandes, Sophie? J'aimerais passer du temps avec elle. Peut-être une visite le week-end. Je sais que ce serait supervisé, mais je crois que je suis assez grand maintenant pour gérer ça. Le premier réflexe de Vincent fut de refuser. Mais en regardant Sophie, 13 ans et d'une sagesse inouïe, il comprit qu'elle ne demandait pas ça par sentimentalité enfantine. Elle prenait une décision mûre concernant sa relation avec sa mère. J'y réfléchirai, dit-il finalement. Vraiment? Vraiment? Mais Sophie, tu dois comprendre quelque chose. Si jamais ta mère essaie de te manipuler à nouveau, de te monter contre moi ou de te faire garder des secrets, cette relation prend fin définitivement. Je ne lui donnerai pas une 3e chance de te faire du mal. Je comprends. Et papa, je te le dirai si elle faisait quelque chose comme ça. J'ai retenu la leçon sur les secrets. La visite du week-end fut fixée au mois suivant. Lydia emmènerait Sophie chez ses parents dans le Connecticut le samedi et le dimanche, avec une assistante sociale qui viendrait 2 fois par jour. Vincent conduisit Sophie au point de rendez-vous, un lieu neutre où Lydia l'attendait. Sa voiture. Son ex-femme semblait nerveuse mais pleine d'espoir tandis que Sophie la serrait dans ses bras pour lui dire au revoir. Vincent, dit Lydia doucement, merci de m'avoir fait confiance. Je ne te fais pas confiance, Lydia. Je fais confiance à Sophie. Ne me le fais pas regretter. Ce week-end fut les 48 heures les plus longues de la vie de Vincent. Il arpentait sa maison, rangeait ses armes, réorganisait son bureau et, de manière générale, se rendait fou d'inquiétude. Lorsque Sophie a finalement appelé dimanche soir pour dire qu'elle était prête à rentrer, Vincent était dans sa voiture en quelques minutes. Comment c'était? Demanda-t-il alors qu'il rentrait à la maison. Bien, différent.
On est allé au musée et grand-mère a préparé son fameux rôti braisé. Maman et moi avons beaucoup parlé de tout. Elle m'a parlé de sa maladie mentale, de ce qu'elle lui faisait penser et ressentir. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait sans chercher d'excuses. Et je crois que je la comprends mieux maintenant. C'est toujours ma mère, mais c'est aussi juste une personne qui a commis de terribles erreurs et qui essaie de s'améliorer. Vincent hocha la tête. C'est une façon très mature de voir les choses. Papa, elle m'a demandé de te dire quelque chose. Elle voulait que je te dise qu'elle est reconnaissante de la façon dont tu as géré les choses. Elle sait qu'elle ne mérite pas ta pitié, mais elle t'en est reconnaissante quand même. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que tu n'étais pas miséricordieux. Tu es pragmatique et que c'est pragmatique pour moi d'avoir une relation avec ma mère tant qu'elle ne menace pas notre famille. Vincent sourit malgré lui. Sophie avait hérité de plus que de ses yeux et de sa détermination. Elle avait hérité de sa capacité à voir les choses clairement sans que les sentiments n'obscurcissent son jugement. Ce soir-là, tandis que Vincent bordait Sophie, un rituel qu'ils avaient conservé malgré ses protestations, se disant trop vieille, elle leva vers lui ses yeux bleus sérieux. « Papa, je veux que tu saches quelque chose. J'aime maman et je suis content de pouvoir avoir une relation avec elle, mais tu es mon héros. C'est toi qui m'as protégé quand j'en avais besoin. C'est toi qui m'as appris à être fort, honnête et courageux. Tu es le parent que je veux être quand je serai grand. » Vincent sentit sa gorge se serrer d'émotion. « Sophie, tu es déjà tout ce que j'aurais pu espérer d'une fille. Tu es gentille sans être faible, forte sans être cruelle, et intelligente sans être arrogante. Tu es meilleure que je ne l'ai jamais été. J'ai appris des meilleurs. » En éteignant la lumière de Sophie et en fermant sa porte, Vincent repensa au chemin qui les avait menés ici. 8 ans auparavant, un dessein d'enfant avait révélé une trahison qui avait failli détruire sa famille. Sa réponse avait été rapide, brutale et totale. Exactement ce qu'exigeait la situation. Mais la vraie victoire ne résidait pas dans la destruction. Lydia ou Ryan ou toute autre personne qui la menaçait. La vraie victoire était la jeune femme dormant en toute sécurité dans la pièce derrière lui. Strong, confiant et complètement sûr de l'amour de son père. Vincent Caldwell avait passé sa vie à protéger les gens et à éliminer les menaces. Mais sa plus grande réussite serait toujours d'élever une fille qui comprenait la différence entre la force et la cruauté, entre la justice et la vengeance. Sophie n'aurait jamais besoin de personne pour combattre ses batailles pour elle. Elle ne serait jamais la victime de personne. Et elle ne sous-estimerait jamais le pouvoir d'un homme calme qui aimait sa famille plus que sa propre vie. La guerre était terminée. L'amour avait gagné. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin.